Alors, salut Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Guillaume. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Game Focus, où je parle de cinéma, je parle des métiers de tournage. Et voilà, j'ai 29 ans et je travaille sur les plateaux de tournage. Voilà. Ok, et pourquoi à côté tu t'es lancé sur YouTube? Alors, j'ai lancé sur YouTube parce qu'à la base, je voulais essayer de populariser un peu les métiers de tournage, parce que les gens connaissent pas très bien forcément les métiers autour. Et du coup, vu que je travaille dedans, je voulais un peu essayer de faire des petites vidéos, un peu tutoriels sur comment ça se passe, l'organisation d'un plateau de tournage, quoi, la régie, la caméra, la machinerie, etc. Donc j'ai commencé la chaîne en faisant ça. Puis après, je me suis mis de plus en plus à parler vraiment de cinéma, à parler un peu de mon rapport à lui, historiquement, politiquement, esthétiquement, enfin vraiment sur tout plein d'aspects où je trouve que parfois ça manque un peu sur YouTube, cet aspect-là, de parler un peu plus profondément de cinéma. Donc voilà, c'est à la base pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Et donc tu travailles aussi dans le cinéma. Est-ce que du coup ça t'a apporté un autre point de vue que d'autres chaînes de critiques ciné n'ont pas forcément? Je sais pas si par rapport à un film, à une approche ou à un ressenti ou à une critique, ça change quelque chose que je travaille dedans. En fait, moi, le rapport que j'ai, c'est surtout que j'ai énormément de recul sur comment se passe un tournage et surtout, je fais attention bien plus aux conditions de travail qu'il y a sur un tournage. Et j'ai beaucoup plus ce recul par rapport à ceux qui savent pas trop comment ça se déroule. Faut savoir que c'est vraiment un prisme quoi, à part les hiérarchies qu'il y a dans les plateaux de tournage. Donc du coup ça, j'aime bien apporter ce recul un peu vis-à-vis de ça, un recul aussi un peu technique sur les caméras utilisées, sur les trucs comme ça, parce que je connais un peu le truc. Mais après, sur le ressenti d'un film, j'ai pas l'impression que moi ça change grand-chose, j'ai pas l'impression d'avoir un truc au-dessus des autres qui bossent pas dedans. Parce que moi, ma cinéphilie, elle se fait aussi par rapport à ce que j'ai pu lire, par rapport à comment j'ai grandi aussi, par rapport à ma sensibilité propre. Donc je suis pas sûr vraiment qu'il y ait un rapport avec le fait que je travaille dedans. Je travaille dedans parce que j'ai toujours rêvé de faire à la base du cinéma et ça s'est transformé peu à peu sur le fait que je suis technicien dedans quoi. Mais, euh, mais oui, ça me permet juste d'avoir un recul peut-être un peu plus technique, mais pas vraiment sur le ressenti profond que peut me donner un film quoi par exemple. Et par exemple sur le CNC, etc. Est-ce que ça t'a permis de voir comment ça fonctionnait de l'intérieur ou je sais pas si c'était en relation directe avec les boîtes de production ou... Alors j'ai un rapport direct avec les productions par rapport au fait que je suis technicien, donc c'est pour les salaires, pour les conventions, etc. Pour ce qui est du CNC, moi c'est juste que je me suis beaucoup renseigné. Oui. Genre vu que je travaille dedans, j'ai voulu voir comment ça marche aussi, les productions, les financements, etc. Donc du coup, je suis très habitué à regarder les bilans, les études qu'il y a sur le CNC et aussi sur l'histoire du cinéma globalement. Mais ça, je pense que c'est un peu à part de mon travail, c'est-à-dire que c'est parce que je travaille dedans et que je suis passionné que je me suis mis à lire beaucoup dessus. Et puis oui, forcément, j'ai des liens avec des productions. Et pour savoir d'où viennent mes salaires, pour savoir comment je les négocie, il faut que je sache comment est financé le film, dans quelles conventions il s'ancre, etc. Donc c'est de par ça qu'après, je me suis mis à beaucoup lire dessus. Et voilà quoi, sur le CNC aussi, etc. Il me semble que tu avais fait une vidéo sur les tournages en grève et sur l'intermittence du spectacle, entre autres. C'est quoi les conditions de travail dans le cinéma et quelles vont être les principales idées reçues sur ce milieu? Bah, les idées reçues, c'est pas vraiment des idées reçues, c'est plus que en fait, les gens connaissent pas très bien. Ils savent pas vraiment comment ça marche, j'ai l'impression, l'intermittence. L'idée reçue, ça pourrait être de se dire que l'intermittence du spectacle, c'est associé aux artistes, et les artistes égalent un peu des glandeurs, quoi, des gens qui font pas grand-chose, etc. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup cette idée reçue-là. Sauf que voilà, les artistes sont intermittents, c'est vrai, mais il y a aussi les techniciens qui s'ancrent dans l'intermittence. Et l'intermittence, c'est vraiment une histoire de lutte, quoi. C'est-à-dire que des gens se sont battus pour pouvoir avoir ce régime, parce que le régime général ne s'accordait pas du tout par rapport à leurs conditions de vie et à leur rythme de travail. Vu que c'est très irrégulier, c'est-à-dire qu'on bosse sur un tournage, on bosse sur des événements de théâtre, on bosse sur des trucs, ça peut être pendant très longtemps, et puis d'un seul coup, on n'a plus rien. Avec le régime général, ça marchait pas trop ce truc-là, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient sans chômage, ils se retrouvaient sans rien. Et avec les conditions de l'époque, je crois que l'intermittence, elle est née vers les années 50, je crois, si je dis pas de bêtises. Avant ça, c'était très compliqué pour les gens de travailler dans le cinéma, quoi. Donc l'intermittence a permis, au bout de certaines heures de travail faites sur un an, donc 507 heures au bout d'un an, on a un chômage quand on travaille pas.
Et ça, du coup, c'est vachement pratique parce que du coup, vu qu'on a un rythme de travail qui est très irrégulier, ça permet de ne pas vivre avec 0 € par mois quand on ne travaille pas. Donc ça, c'est assez méconnu, mais c'est vraiment une réussite sociale de fou quoi, dans l'histoire des luttes à ce niveau-là. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait que ça a été tellement un énorme succès qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont un peu perdu cette habitude de lutter pour ses droits et ses salaires dans l'intermittence, parce que pendant très longtemps c'était très bien, les gens vivaient très bien de leur salaire et de leur rythme de travail dans l'intermittence. Sauf que depuis quelques temps là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de conventions dans lesquelles il y a des grilles de salaire qui sont fixes, qui ont depuis des années. Genre, je prends l'exemple, il y a par exemple plusieurs conventions cinématographiques pour les salaires de cinéma. Il y a la convention audiovisuelle pour ceux qui bossent à la télé. Et en gros, dans cette convention audiovisuelle, il y a une grille de salaire qui s'adapte au budget des productions audiovisuelles. Et quand je dis audiovisuel, c'est la télé, c'est les séries télé, ça peut être des programmes télé, ça peut être du théâtre filmé, ça peut être tout ça, mais c'est pas du cinéma, c'est hors cinéma. La convention audiovisuelle, il me semble que c'est celle qui représente le plus d'intermittents en France. Et cette convention audiovisuelle, du coup, elle a une grille de salaire qui est fixe depuis 15 ans. Alors que la convention cinématographique, elle s'est un peu adaptée par rapport au fait que les budgets de films coûtent plus cher. Donc du coup, les salaires ont aussi se sont un peu adaptés par rapport à ça. Dans la convention cinématographique, tu as 3 annexes. Tu as l'annexe 1, l'annexe 2, l'annexe 3. Il y a l'annexe 1 qui concerne les films de plus de 8 millions d'euros de budget. L'annexe 2 qui concerne eux ayant un budget entre 3 et 8 millions d'euros. Et enfin l'annexe 3 qui concerne les films de moins de 3 millions. Ces annexes différentes font que les salaires diffèrent selon l'annexe dans lequel se trouve le film. Donc un long métrage en annexe 1 proposera de meilleurs salaires aux techniciens que sur un long métrage en annexe 3. Là-dessus, c'est pas encore méga urgent pour les gens qui travaillent régulièrement dans le cinéma, même s'il y a un décalage encore par rapport à l'inflation. Mais la convention audiovisuelle, qui a une grille fixe, c'est problématique parce qu'elle n'a pas les salaires sont gelés depuis 15 ans, alors qu'il y a l'inflation, etc. Et donc du coup, ça par exemple, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de tournages en grève en ce moment. C'est pour dire qu'en fait, on n'arrive plus à vivre des salaires par la convention audiovisuelle. T'ajoutes à ça le fait qu'il y a de plus en plus de tournages américains. Et les tournages américains, quand ils arrivent, ils prennent déjà un peu le monopole des studios qu'il y a en France. Et surtout, la plupart des studios américains qui arrivent quand même avec un énorme budget, utilisent la convention audiovisuelle pour faire leur grille de salaire. C'est-à-dire qu'ils ont un budget énorme, mais par contre les techniciens ils ont un salaire pas ouf quoi. Ils ont souvent des heures sup assez abominables, un rythme de travail qui est très dur parce que aux États-Unis ils travaillent très différemment par rapport à ici. Il y a quand même moins de conscience sociale que ici. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de grèves en ce moment. Il y a le fait que en fait l'intermittence qui est à la base un système que je trouve très bien, qui est en train un peu de se fragiliser à cause du fait qu'on a pris beaucoup nos aises sur le fait que le régime était top. Donc par exemple, à l'époque où il y a eu beaucoup de luttes pour l'intermittence, il y avait par exemple énormément de techniciens syndiqués justement pour répondre à tout ça. Aujourd'hui, il y a très très peu de syndiqués. Les représentants syndicaux des plateaux de cinéma, des plateaux audiovisuels aujourd'hui, ils sont assez fragilisés quoi. Il y a beaucoup moins de gens qui ont vraiment cette conscience-là parce qu'ils sont on s'est un peu reposé sur le fait que l'intermittence offrait beaucoup d'avantages, ça c'est vrai. C'est beaucoup moins le cas maintenant et c'est devenu... il y a beaucoup de techniciens qui sont aujourd'hui en grande précarité à cause de ça, ils n'arrivent pas à faire leurs heures non plus. C'est de plus en plus difficile, ils veulent aussi augmenter le nombre d'heures qu'il faut par an pour avoir l'intermittence. C'est pas évident pour tout le monde quoi. Tout le monde n'a pas un rythme effréné de tournage, parfois c'est des petits clips, des petites pubs qui font pas beaucoup d'heures. Du coup c'est un peu compliqué et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de grèves en ce moment. Mais l'intermittence à la base est top, mais je pense qu'elle est très méconnue. C'est vraiment un prisme social, comme je disais, hein, il y a une hiérarchie qui est très... Comment dire, elle est comme sur le régime général, hein, il y a des cadres, il y a des non-cadres, etc. Il n'y a pas le même rapport de force aussi selon les chefs de poste, il y en a qui ont des salaires hauts, il y a des petits patrons, il y a des prolos, etc. Il y a des employés. Donc je trouve ça intéressant de réussir à repopulariser un peu ce truc-là, parce que les gens ne sont pas trop au courant de ce qu'est l'intermittence à ce niveau-là. Je crois qu'on est 400 000, 300 000 au total en France, donc c'est pas énorme, mais c'est aussi il y a un tas de personnes qui vivent des tournages en France et des événements de théâtre, des régies, etc. quoi. Donc c'est important aussi d'en parler, je pense. Du coup, ouais. Sur ta chaîne, tu défends beaucoup le CNC, à rebours de ce que d'autres peuvent dire. Pourquoi ? Peux-tu nous parler du CNC, ses atouts et ses limites ?
Vaste question. Donc le CNC, pareil, en fait, ça a été le résultat d'une lutte importante dans l'histoire du cinéma français. C'est quand, en gros, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les accords Bloom-Burns, comme on les appelle. C'est des accords qui ont été en fait faits par les Américains entre les Américains et les Français, où en gros ça permettait aux Américains d'avoir liberté totale sur le parc cinématographique français pour leurs films. Ils voulaient en dégager plein, quoi, en gros. Du coup, problématique un petit peu parce que ça a complètement empêché la production française de se rehausser après la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, il y avait énormément d'ouvriers et de techniciens au chômage qui travaillaient pas du tout. Et très très peu de films français qui arrivaient à se faire produire. Du coup, face à cette masse hyper importante de films américains, il y a beaucoup d'acteurs du cinéma français qui se sont révoltés contre ça. Il y a eu des ouvriers, mais il y a aussi eu des personnalités qui sont allées dans la rue. Je pense à Simone Signoret, je pense à Jean Marais, des gens comme ça, donc des Jean Gabin aussi, des acteurs et des actrices qui étaient très sensibles à ça, sur le fait que le cinéma français allait potentiellement disparaître parce qu'on laissait la liberté totale au cinéma américain. En fait, ces manifestations ont été assez fortes, suffisamment fortes pour qu'en fait on revienne sur ces accords et que du coup on allège un peu la masse américaine qui allait arriver. Et pour résoudre ça, ce qui a été fait, c'est que déjà, du coup, le CNC était déjà créé, mais en gros, c'est le premier gros tour de force qui a eu lieu après ces manifestations contre les accords Bloom-Burns, ça a été de créer la TSA. Et donc la taxe supérieure audiovisuelle, qui est en fait une taxe sur le prix du ticket. C'est-à-dire que le prix du ticket coûtait tel montant à l'époque. Ce montant n'a pas changé, mais au sein même de ce montant, il y avait 7% qui revenaient au CNC. Peu importe le film que tu allais voir. Donc du coup, le fait d'aller voir des films américains qui étaient très 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 présents en France, donnait de l'argent au cinéma français. En fait, le CNC, il a un système d'autofinancement grâce à ça. C'est-à-dire que grâce aux gens qui vont en salle, le pourcentage du prix du ticket qu'ils vont payer va pouvoir financer entièrement le CNC, enfin pas entièrement le CNC, mais en tout cas le cinéma français. Et du coup, ça a permis de créer vraiment une auto-économie, un autofinancement, où en gros, le CNC arrive toujours à recevoir des financements de la part des gens qui vont au cinéma, peu importe le film qu'ils vont voir. Donc en gros, ça a sauvé le cinéma français, parce que ça a permis de financer des films après coup. Parce que du coup, à cause du fait qu'il y avait plein de films américains, s'il n'y avait pas eu cette taxe, en fait, tout l'argent serait revenu aux Américains et nous, on se serait fait un peu avoir, quoi. Donc c'est le premier tour de force qu'il y a. Là-bas, c'était 7% du prix du ticket. Aujourd'hui, c'est 10,72, un truc comme ça. C'est pas ça qui fait que le prix du ticket a augmenté. C'est toujours au sein même du prix du ticket qu'il y a 10% qui partent au CNC. Mais en tout cas, c'est un vrai tour de force parce que ça sauve vraiment le financement à ce niveau-là du cinéma français. Et le fait qu'il reste de la place aussi pour les films français à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on allège un peu le fait qu'il y ait autant de films américains, ça a sauvé le fait qu'on a pu relancer l'industrie, quoi. Et c'est de ces manifestations qu'est née aussi l'intermittence. Du coup, oui, ça a permis en fait de créer une vraie autonomie financière, parce que du coup, peu importe qui va au cinéma, il y a une partie du prix du ticket qui revient au CNC. Donc du coup, le CNC, grâce à ça, arrive à financer et à aider des films de tous bords, quoi, de toutes sortes. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a un cinéma français historique qui est très diversifié. Il y a beaucoup de pays où tu n'as pas de système comme ça, où c'est des entreprises privées, très majoritairement, comme aux États-Unis notamment, qui financent les films. Mais du coup, il y a une directive derrière, c'est-à-dire que les entreprises privées, elles ne vont pas vouloir qu'on parle de telle ou telle chose, par exemple. Il y a un truc où ils veulent, quand tu es une entreprise privée, tu veux que ton film soit rentable, par exemple. Tu veux que ça puisse marcher, parce que tu veux faire du profit, etc. Tu veux pouvoir faire des bénéfices. Alors qu'avec le CNC, c'est pas la peine, parce qu'en fait, même si un film ne marche pas, c'est pas méga grave, parce que du coup, à côté de ça, il y a d'autres films qui vont réussir à pouvoir remettre de l'argent dedans. Donc c'est vraiment un système d'autofinancement que je trouve super et qui permet une diversité folle dans le cinéma français, en fait. Après, là où il y a des limites, malheureusement, c'est que l'État actuellement n'aime pas trop le CNC à ce niveau-là, parce que justement, ils n'ont pas le contrôle dessus, ils n'ont pas le contrôle total dessus. C'est-à-dire que c'est pas eux qui contrôlent qui doit réaliser des films et de quel film et de quel sujet il faut parler. C'est ça qui est très bien, c'est que le CNC là-dessus a une liberté encore. Le problème, c'est que depuis l'élection de Macron, il y a Dominique Boutonnat, qui est un des amis de notre président, qui est à la tête du CNC. C'est Macron qui l'a mis là. Et ça, c'est un début de gros problème. C'est-à-dire qu'en gros, ça montre bien qu'ils veulent pouvoir avoir un contrôle sur le CNC, sur comment ils financent les films. Et ça se remarque notamment aussi avec le fait qu'on entend de plus en plus le fait que c'est grave qu'il y ait beaucoup de films français qui ne soient pas rentables.
on entend beaucoup ça de plus en plus, tu vois, genre des films français qui sont faits à l'appel, mais qui ne sont pas forcément très rentables, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont aller les voir, etc. Et pour beaucoup de gens, c'est vu comme une ignominie, ce truc-là. Alors que pour moi, n'importe quel film devrait exister, n'importe quel artiste a le droit de dire quelque chose sur ce qui se passe en France et sur un truc qui est propre à lui. Peu importe le budget, peu importe s'il réussit ou pas, on doit pouvoir garder cette liberté de création-là. Comme ça, on parle aussi de problèmes sociaux, on parle aussi de problèmes un peu plus profonds. Et ça, malheureusement, avec cette politique de dire ouais, il faut des films qui soient rentables en permanence, qui aient du succès, qui fassent des bénéfices, etc. Bon, on se retrouve avec des films qui sont un peu banals. C'est des films un peu aspect grosse comédie, un peu gros film divertissant, etc., qui t'apprennent pas grand-chose. Et ce qui fait que ça pourrait, à terme, standardiser un peu plus le cinéma français, tu vois. Alors qu'encore aujourd'hui, il y a une très grande diversité à ce niveau-là, et ça serait dommage de le perdre. Donc, c'est pas vraiment une limite, mais ça risque d'être un changement crucial sur le fonctionnement du CNC et comment sont financés les films, quoi. Et ça permet de faire un écho, tu sais, avec le CNC argentin, je sais pas si tu as vu, mais Javier Milei, avec sa politique, veut supprimer le CNC argentin, l'équivalent à peu près du CNC en France, mais argentin. Et il y a eu beaucoup de manifestations là-bas, parce que la suppression totale du CNC argentin, c'est la suppression totale du cinéma argentin. C'est-à-dire que les cinéastes argentins ne pourront plus du tout parler de ce qui se passe là-bas, des conditions sociales, des conditions politiques, etc. Parce qu'ils vont supprimer le seul gros moyen de financement que les cinéastes ont pour parler de la situation là-bas, par exemple. Et aussi de potentiels cinéastes qui ont un gros talent. Donc je pense que l'idée de Macron, c'est pas de supprimer totalement le CNC, mais le fait de pouvoir avoir un contrôle dessus, c'est un mauvais signe, quoi, déjà. Et les droitards qui ont un peu populistes, qui ont tendance à hurler contre Macron, en fait, ils se rangent complètement de son côté à ce niveau-là. Quand ils gueulent sur le CNC en disant que c'est nos impôts qui le financent, etc., alors que c'est complètement faux. Ça me fait repenser aussi à la polémique qu'il y a eu sur Justine Triet avec la Palme d'Or, tu vois, où Justine Triet, la réalisatrice qui a eu la Palme d'Or pour le film Anatomie d'une chute, qui avait rappelé que ce CNC faisait partie d'une exception culturelle française qui est admirée dans le monde entier. C'est quelque chose qui est vrai. Et c'est important je pense, qu'elle ait fait un discours là-dessus pour remettre un peu les choses sur la table, pour dire bah non, c'est important, il faut que ça se garde, quoi. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Elle se dit que c'est un peu grâce à ça qu'elle a réussi à se faire connaître aussi. C'est à cause de ça que des cinéastes ont réussi aussi à percer. Donc il ne faut pas que ça disparaisse. Et le fait que les droitards et les macronistes et l'extrême droite se soient un peu liés là-dessus pour hurler sur Justine Triet, bon, je trouve que ça dit beaucoup de choses, quoi, sur leurs convictions politiques là-dessus, sur le fait que tout doit être affaire de bénéfices, affaire de profit, et que l'art ne doit être que ça, quoi. C'est pas normal, mais bon. Tu avais fait une vidéo à un moment sur Pathé, etc., où je sais plus comment il s'appelle. Jérôme Sédou qui a lancé toutes ces franchises là. Ouais, c'est ça. Bah oui, Jérôme Sédou, lui, pour le coup, il s'ancre totalement dans cette politique-là. Écoute. Et lui, il bénéficie pas du CNC, lui, c'est complètement. Si, alors, il bénéficie aussi du CNC. Il y a aussi en fait, le CNC finance à peu près, je pense, vraiment 99,15% des films français. Enfin, il y a de l'avance sur. C'est complexe, mais il y a plein d'aides, en fait. T'as 40 000 aides que tu peux avoir par le CNC. Très souvent, c'est l'aide à l'avance sur recette, c'est-à-dire qu'en gros, cette aide va permettre de t'aider si jamais ton film marche pas très bien sur les recettes. Et en échange de ça, ils te financent le film. Tu as aussi les aides aux régions, etc., qui passent par le CNC, c'est-à-dire que la région accepte de mettre de l'argent dans ton film si tu vas tourner dans la région en tant que tel. Le CNC finance vraiment globalement tous les films français, mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres. Voilà, comme je t'ai dit, il y a la télé aussi, les chaînes télé qui financent les films, très majoritairement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est les chaînes télé qui financent le plus un film dans les pourcentages, avec les distributeurs. Donc les distributeurs, Pathé est un distributeur, par exemple. Tu as plein de boîtes de distribution différentes, tu as Pyramide, tu as Backfilm, etc., toutes plus ou moins indépendantes. Pathé, vu que c'est une grosse industrie, eux, ils rentrent totalement dans la logique de Macron, c'est-à-dire la logique de faire des films qui font des bénéfices, qui rapportent de l'argent, en fait. Et en fait, ils font ça parce que les films qu'ils financent, en général, c'est des films qui ont des budgets, mais astronomiques. Et donc, du coup, quand c'est astronomique, t'es obligé que ce soit rentable, parce que sinon, la perte est énorme, quoi, pour l'entreprise. Donc, vu que Pathé fonctionne comme une entreprise, il y a un truc où les films vont s'axer autour de ça. C'est-à-dire que là, l'exemple de Jérôme Sédou qui veut faire des films à franchise, c'est ça. Et quand un film ne marche pas, c'est rarement un film excellent. Mais je pense très réellement qu'il y a une évolution
pour aller que les gens qui vont au cinéma, qui est une évolution qui est aux États-Unis depuis très longtemps, c'est que aller au cinéma par rapport à rester chez soi, à regarder la télévision, c'est un certain effort. On y va pour son plaisir. Voilà, même si quel que soit le film qu'on va voir. La société de cinéma, de salle qui marche le mieux en France, c'est nous. Voilà. Alors, et ce qui est le plus demandé, c'est le siège très confortable. Voilà. C'est en gros essayer d'américaniser en fait un cinéma populaire français qui nécessite des énormes budgets, mais qui du coup va ramener énormément de monde. Donc ça a été le cas pour Astérix, parce que voilà, Astérix c'est une franchise que tous les Français connaissent, qu'en général ils adorent, donc du coup très souvent ils vont aller au cinéma pour voir le prochain Astérix. Les Trois Mousquetaires c'est pareil, une œuvre littéraire populaire que tout le monde connaît, et du coup prendre ces produits-là artistiques, très populaires, ça participe à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui se déplacent, mais finalement peu importe la qualité du film, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment les cinéastes qui réalisent ces trucs-là, ils n'ont pas de vision personnelle de quelque chose. C'est des techniciens, un peu les réalisateurs dans ces projets-là, alors que souvent les réalisateurs qui réalisent leurs films, c'est des artistes. Des gens qui font leur truc, qui ont une vision perso, qui veulent montrer quelque chose du monde de manière différente. Dans le cadre des films financés par Pathé, c'est pas ça, c'est des films de commande. On est dans un monde et dans un système capitaliste. C'est normal qu'il y ait des... Moi, je suis contre ça, mais en fait, c'est normal qu'il y ait des films qui s'ancrent là-dedans. Donc, c'est difficile d'être contre ces produits-là en ce moment. Par contre, le fait de dire qu'il ne faudrait qu'il n'y ait que ça, c'est le sujet des droitards, c'est le sujet de la Macronie, c'est le sujet de l'extrême droite. Ça, c'est problématique parce que en fait, tu condamnes le cinéma français à ne faire que des films qui ont des énormes budgets, mais qui du coup s'ancrent dans quelque chose de très normalisé, standardisé, qui questionne jamais le spectateur, quoi. Moi, je trouve ça assez problématique, quoi. Et Jérôme Sédou, oui, il s'ancre là-dedans parce que c'est un milliardaire qui détient l'industrie Pathé. Le mec, il vient pas du tout du cinéma, hein, il vient des plateformes pétrolières. Enfin, je veux dire, il en a rien à foutre du cinéma, Jérôme Sédou. La qualité des gens, la qualité des entrepreneurs, la qualité des producteurs, la qualité des metteurs en scène, tout ça, ça compte. Et les gens, ils veulent voir, ils veulent pas aller au cinéma pour se faire chier. Il fait ça parce que ça rapporte des sous. Donc voilà, ça c'est un peu problématique si jamais eux ils se mettent à avoir un monopole crucial sur la production des films. Après, c'est juste que le rôle du CNC là-dedans, il faut séparer ça du CNC, c'est-à-dire que le CNC est un atout en plus, en gros, pour financer ton film. Mais je veux dire, l'industrie Pathé en soi n'a pas forcément besoin des aides du CNC. C'est juste que quand tu as l'aide du CNC, tu peux avoir ton visa pour l'exploiter en salle, et tu dis jamais non à avoir un peu plus de budget pour un film, tu vois. Alors, tu as beaucoup d'influenceurs de droite qui s'attaquent au CNC, donc sur le protectionnisme culturel français, mais à côté valorisent souvent le cinéma américain. D'où vient ce paradoxe selon toi ? Je pense que les droitards, en fait, ils idéalisent beaucoup un cinéma français qui n'a pas vraiment existé. Quand on les entend souvent, ils ont tendance à dire oui, il nous manque des personnalités comme Jean Gabin, comme Jean-Paul Belmondo, il nous manque des vrais films de franchouillards, etc. Machin. Ils ont tendance à idéaliser un cinéma français effectivement qui n'a pas vraiment existé, parce que quand ils reprennent ces exemples-là, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, bon déjà dans l'histoire du cinéma, bon c'était des gens qui étaient quand même assez à gauche, qui ont milité, tu vois, qui étaient syndiqués, qui ont milité pour plus de droits, pour plus d'égalité, machin, des gens qu'ils appelleraient woke, je pense, aujourd'hui. Mais surtout, je pense qu'il y a une vraie défiance par rapport à ce que le cinéma français aujourd'hui dégage à la télé, par exemple. Parce que je pense pas que les gens qui critiquent le cinéma français comme ils le critiquent maintenant vont vraiment voir des films français souvent. Parce qu'ils se rendraient bien compte que le cinéma français est très diversifié et qu'il parle de tout, de messages de gauche, de messages de droite. Il y a vraiment de tout dans le cinéma français. Il y a des cinéastes de gauche, il y a des cinéastes de droite, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a tellement de paradoxes. Là, je pense au fait que du coup, ils sont là à dire ouais, on veut des réals qui parlent du peuple, etc. comme à l'époque. Sauf qu'à l'époque, ceux qui faisaient ça, c'était des communistes. Donc ils ont tendance à chier sur les communistes. Tu défends le cinéma d'auteur français qui est bien plus riche que ce qui peut en être dit. Est-ce que le cinéma n'est pas malgré tout menacé par un entre-soi qui risque de couper les masses populaires ? C'est assez vaste comme question parce que ça englobe pas mal de trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut noter qu'il y a une sensation, en tout cas un ressenti, que le cinéma français, ou en tout cas le cinéma de manière générale, s'éloigne un peu des masses. Il y a des cinéastes de gauche, il y a des cinéastes de droite, il y a vraiment de tout dans le cinéma français. Il y a des cinéastes de gauche, il y a des cinéastes de droite, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des cinéastes de gauche, il y a des cinéastes de droite, il y a vraiment de tout, quoi.
Il y a beaucoup il y a des analystes marxistes qui ont étudié la question, qui ont dit que le cinéma était le premier art né sous le capitalisme, que ça a été créé par des entrepreneurs, donc les frères Louis Lumière. Et moi, je trouve que ça en dit déjà un peu long sur l'objectif qu'était le cinéma à la base pour la bourgeoisie. C'était vraiment de s'accaparer ce truc-là, se rendre compte que ça faisait beaucoup d'argent et de vouloir maintenir ce truc-là pour que ça puisse faire des bénéfices pour les entreprises qui financent les films, etc. Le cinéma est créé déjà au sein même d'une institution et d'un milieu très bourgeois. Donc il y a eu directement, en fait, très vite un embourgeoisement du cinéma à cette époque-là. Il y a Pathé, par exemple, aussi, qui est né genre peut-être une année après la création des Frères Lumière. Pathé a récupéré le cinématographe et il a essayé de le faire vendre partout pour se faire justement plein d'argent et pour faire plein de petits films publicitaires, etc. Et ça a marché, hein, ça a rameuté les foules, les gens ils étaient scotchés devant l'évolution que c'était, de voir des images bouger, etc. Et en fait, mais à la même époque, tu as le mouvement ouvrier qui se dit, en fait, là, on a un moyen accessible de pouvoir aussi, nous, montrer aux gens ce qu'on vit tous les jours et ce pourquoi on combat. Donc le mouvement ouvrier s'est mis à se réaccaparer le cinéma et a fait en sorte, au travers de manifestations, au travers de luttes ouvrières, de faire en sorte que les financements du cinéma puissent être le plus indépendants possible, avec un système d'autofinancement, un truc assez communiste finalement. Ça a réussi à le rester grâce au CNC. Aujourd'hui, ça veut se faire plus accaparer par la bourgeoisie et la bourgeoisie veut récupérer toujours plus ce truc-là. Parce que justement, la bourgeoisie ne veut pas, en gros, que les gens puissent réfléchir au travers d'un film sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions sociales, etc. Aujourd'hui, cette conscience, elle est un peu moins présente dans les films, en vrai. Ça, c'est assez réel. C'est très différent, par exemple, de l'époque très Jean Renoir. Nous allons reprendre la lutte contre... comme les copains, quoi. Faut bien qu'on la finisse, cette putain de guerre, non? En espérant que c'est la dernière. Tu te fais des illusions. Allez, revenons à la réalité. Si on tombe sur une patrouille, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu files de ton côté, puis moi du mien. On risque chacun sa chance. Alors, au cas où ça arrivera, disons-nous au revoir. Et à bientôt. Allez, au revoir, les sales juifs. Au revoir, vieille noire. Allez, go. Allez, Très Marcel Carnet. T'as pas faim? Non, j'ai envie de rien. Je suis bien. C'est vrai? T'es bien avec moi? Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Nelly. Jean Gribillon, ça c'est des cinéastes en gros qui sont déjà de base communistes, qui sont de revendications communistes de l'époque, dans les années 30, surtout les années 30. Et c'était un cinéma à la base qui était extrêmement populaire à cette époque-là, et parce que la question ouvrière, il y avait aussi l'époque du Front populaire, enfin voilà. Donc du coup, il y avait vraiment une conscience sociale de fou à cette époque-là. Il y avait vraiment une vraie lutte, et du coup, ce cinéma qui parlait vraiment beaucoup au peuple français était très très populaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est juste qu'au fur et à mesure des années, le cinéma s'est beaucoup embourgeoisé. La bourgeoisie a voulu de nouveau se réaccaparer un peu l'histoire du cinéma. Beaucoup d'historiens prennent comme exemple l'histoire du Festival de Cannes, qui est à la base un festival qui était un projet communiste, antifasciste, sur le fait de vouloir contrer ce qui se passait à Venise, de ce qui se passait en Italie à l'époque, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un projet que n'aimaient pas du tout les bourgeois cannois. Par exemple, la bourgeoisie cannoise avait horreur du Festival de Cannes parce que c'était trop rouge pour eux. Donc ils se le sont réaccaparés très vite pour en faire le festival qu'on connaît aujourd'hui, qui est assez... c'était un festival qui est très connu pour être un peu très richou, très bling bling, et où la question de l'histoire du festival, elle n'est pas trop remise à jour, quoi. Donc il y a vraiment cette volonté de cacher un peu ce truc-là. Et du coup, à cause du fait aussi que le cinéma aujourd'hui est très cher, enfin je veux dire les prix ont constamment augmenté, mais pas les salaires,
Les gens ont de moins en moins de temps aussi pour les loisirs, pour aller voir des choses, pour aller voir des films. Ils travaillent de plus en plus longtemps. Donc il y a tout ce truc qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma, oui, on a l'impression qu'il s'éloigne un peu des masses. Et je pense que c'est une réalité. Je pense qu'il y a vraiment un embourgeoisement là-dessus. Et je pense que l'histoire du cinéma fait qu'il y a toujours eu cette volonté de la bourgeoisie de s'accaparer entièrement ce mode de production et cette production cinématographique. Le truc, c'est qu'en fait, dans l'histoire du cinéma, tu as toujours eu des luttes. Tu as toujours eu un cinéma qui s'est fait à la marge, et c'était le cinéma qui n'avait pas forcément beaucoup de succès, mais c'est un cinéma qui a fait la richesse et la diversité du cinéma français que tout le monde adore aujourd'hui. Quand tu écoutes des grands réalisateurs américains qui sont en général appréciés par beaucoup de gens, donc je pense à Scorsese, Tarantino, d'autres réals un peu comme ça qui sont très renommés, les influences qu'ils ont sont des influences de réalisateurs français, des années 60, des années 40, 50, et c'est pas souvent les réalisateurs qui faisaient le plus d'entrées. C'est pas forcément les réalisateurs qui faisaient les films les plus populaires, à l'époque en tout cas quand c'était sorti. Tu prends les films des années 60-70, à une époque où le cinéma français s'embourgeoise particulièrement, les grosses comédies de l'époque, c'est des comédies effectivement qu'on connaît encore aujourd'hui, mais c'est pas des comédies qui ont changé la vie sociale et la conscience sociale des gens, tu vois, ces films de Funès, des films comme ça. Mais à côté de ça, tu avais toujours ce cinéma à la marge qu'aujourd'hui, on se met à réhabiliter. Le cinéma de Luis Buñuel, le cinéma qui était un communiste pour le coup. Je prendrais bien du caviar, mais j'ai peur qu'il soit pas de très bonne qualité et qu'ils en donnent trop peu. Je préfère mon caviar à moi. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? J'aime beaucoup le poisson. Eh bien, il y a des sardines grillées, des délices de sole, des merlans frits, de la raie au beurre noir, des quenelles de brochet nantua, de la truite au bleu. Il n'est pas cher, ce restaurant. Un restaurant pas cher où il n'y a personne, c'est inquiétant. Vous croyez? T'as toujours eu ce cinéma à la marge, assez de gauche, qui essayait de vivre et qui n'avait pas forcément cet objectif d'être méga populaire, mais qui voulait représenter en tout cas un peuple qui était complètement oublié par cet embourgeoisement global de la France, avec le néolibéralisme qui est arrivé sous Mitterrand, etc. Avec Seydoux qui est arrivé aussi au début des années 90, donc qui a participé aussi à vouloir toujours plus industrialiser le cinéma. Tu as toujours eu ce cinéma à la marge. Et je pense que nous, notre objectif un peu quand on aime le cinéma français, quand on veut le défendre, quand on veut défendre le protectionnisme culturel comme l'est le CNC, qui permet de financer ces films à la marge encore, c'est justement d'en parler plus, d'essayer de leur offrir un peu plus de portes, un peu plus d'entrées, pour montrer aux gens qu'en fait, il y a un cinéma qui parle d'eux encore aujourd'hui. Il y a un cinéma qui parle de prolétariat. Il y a un cinéma qui parle des conditions sociales des travailleurs en banlieue, de ce que c'est que de vivre en banlieue, de ce que c'est de vivre en pleine campagne, de ce que c'est de vivre isolé, de ce que c'est de se sentir abandonné. T'as la trilogie Profil paysan de Raymond Depardon qui a été faite il y a 20 ans, qui parle énormément de ça, je veux dire, qui met en avant vraiment cette ruralité complètement isolée, complètement abandonnée. C'est très 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 fort comme documentaire. Il est 8h du matin, nous sommes chez Paul Argot, 55 ans, célibataire à la ferme de Laval, au Fraissinet, sur la commune de Saint-Georges, en Haute-Loire. Je connais Paul Argot depuis plus de 10 ans, mais c'est la première fois qu'il m'invite à pénétrer dans sa cuisine. Jusqu'à présent, je restais dehors à discuter avec lui. Par le biais de fiction aussi, on a eu Chien de la Casse l'année dernière qui a grave bien marché par rapport à ça, par exemple. Lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes? Moi j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, c'en est touchant de pudeur. T'as Atlantic Bar qui parle d'une gérante à Marseille qui galère justement à rentrer dans ses frais. Jacques! Chip, laisse ta plage. Voilà! Voilà! Non, je cherche l'inspiration. On cherche. Bien sûr. La trouverai-je ou la trouverai-je pas? Non, c'est populaire. C'était comme à l'époque le foot, c'est populaire. Oui, Rose. Il y a un gros souci au bar. Je vous ai fait parvenir le 6 juillet 2021 un courrier vous informant de la mise en vente de mon bar Atlantique à Arles. Vous n'êtes pas propriétaire, c'est ça le problème.
On est des petits bourrins, eux, c'est les riches sans respect, sans rien. Qui vit dans une grande précarité, mais voilà, c'est un portrait vraiment de beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là. T'as Sur l'Adamant, le documentaire de Nicolas Philibert récemment aussi qui parle du système hospitalier, à quel point il est complètement laissé à l'abandon par le prisme de patients en hôpital psychiatrique, où tu as des alternatives qui sont faites pour faire en sorte qu'ils finissent pas par sombrer complètement dans la folie, ces gens-là, parce qu'ils sont complètement abandonnés par un système qui manque de moyens. Donc tu as beaucoup de films qui mettent en avant cette chose-là, sauf que ces films-là sont à la marge des gros films qui rentrent dans une logique de profit, mais qui a toujours existé dans le cinéma français, en fait. Le souci aujourd'hui, c'est que, comme je te dis, le prix du cinéma aujourd'hui est très cher, et donc du coup, les gens vont moins au cinéma, et du coup, quand ils vont au cinéma, aujourd'hui, ils veulent pas spécialement voir des films qui parlent de leur conscience, de leurs conditions sociales, ils veulent voir des films qui vont les divertir. Parce qu'il y a beaucoup cette politique du loisir qui a été vachement instaurée, notamment par le cinéma américain aussi, tu vois, où on s'est mis à standardiser le cinéma de manière à ce qu'il soit uniquement divertissant, qu'il soit drôle, qu'il soit fantastique, qu'il soit dans le domaine de l'action ou dans le domaine de quelque chose qui soit purement divertissant, où tu as le côté laisser de côté son cerveau et profiter du film qui oublie un peu, qui te fait un peu oublier ta condition sociale. Ça a été beaucoup étudié par pas mal d'analystes. T'en as un qui avait parlé de culture de masse et de culture populaire, qui faisait la part des choses entre la culture qui était populaire, qui parlait aux gens du peuple, qui parlait vraiment au peuple français, et la culture de masse qui se voulait être un truc qui englobe absolument tout le monde et qui fasse dire aux gens « Ouais, oubliez un peu vos conditions sociales, là, et venez profiter un peu d'un film pendant 1h30 qui parle pas de ça ». Donc il y a beaucoup de ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le cinéma américain a vachement popularisé ça. Et le cinéma français, depuis des années, en vrai, ça existe, ce truc. Moi, je pense qu'il ne faut pas nier ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a uniquement que ça. Je pense vraiment que c'est un prisme qui est très petit par rapport à toute la diversité du cinéma français qui vient parler de ces conditions-là. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui parlent encore des conditions sociales aujourd'hui. Le problème, c'est que très souvent... Par exemple, si on prend l'exemple des droitards qui parlent de réel, bon voilà, comme je te disais, il y a beaucoup de droitards qui choisissent pas d'aller voir des documentaires, alors que les documentaires, c'est ce qui parle le plus de réel. Enfin, moi, j'en entends pas beaucoup en parler, hein. Bizarrement, en fait, d'ailleurs, ceux qui en parlent sur Internet, c'est ceux qui vont faire des vidéos sur la série Walking Dead ou sur le dernier gros film américain. Donc je vois pas trop où est-ce qu'ils militent là-dessus pour essayer de faire voir plus de films français qui parlent des conditions sociales, mais bref. Et surtout, ils aiment pas quand un film parle, par exemple, de conditions sociales en banlieue. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même un prisme qui est très orienté. Eux qui se croient être neutres, tu vois. Et donc, du coup, je pense pas que s'ils étaient vraiment intéressés, ils auraient pas ce message-là. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on regarde un peu le cinéma français, c'est vrai qu'il y a un côté entre-soi. Il y a un côté entre-soi un peu bourgeois. Ça, c'est vrai, il y a un côté cinéma français qui est très embourgeoisé depuis les années 80, je dirais. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que tous les artistes sont dans une bulle. Et on voit très souvent les mêmes têtes. Par exemple, tu vois, dans beaucoup de films, on repère très souvent les mêmes acteurs. Donc il y a un côté très entre-soi. Et ça, je comprends. Moi, c'est quelque chose qui m'énervait aussi beaucoup à une époque. Le fait de me dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous là et puis c'est tout, quoi. Et puis après, ils vont sur les plateaux télé faire leur petite moraline sur la société, etc. Alors qu'ils vivent bien. Tu sais, ça, c'est un truc qu'on entend souvent un peu de dire, ouais, tu parles de ça, mais toi, tu vis dans un grand appart du 16e, donc la ramène pas, quoi, en haut. Et moi je peux comprendre en vrai ce ras-le-bol parce que ça montre encore une déconnexion forcément de ce milieu-là par rapport à ce qui se passe dans le monde pour les Français. Le truc c'est que ça c'est une partie infime du monde du cinéma français. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait cet entre-soi bourgeois il est très présent à la télé, mais à côté de cet entre-soi bourgeois t'as une diversité mais folle dans ce que les cinéastes, les acteurs et les actrices vont proposer dans le cinéma français et ne s'ancrent pas forcément dans un entre-soi bourgeois. Donc oui, effectivement, il y a un côté embourgeoisement, il y a un côté un peu bien-pensance aussi dans le cinéma français où tu as des films qui veulent faire complètement abstraction des classes sociales. Ça, évidemment que ça existe. Mais ça, je pense pas qu'il faille spécialement en parler parce qu'en fait, tout le monde sait que ça existe. Ce qu'il faut, en fait, je pense, c'est réussir à faire parler un peu plus les films qui parlent plus de réel si vraiment ça impacte les gens là-dessus parce que ces films existent, quoi. Mais comme ils rentrent pas dans une logique de profit, ils ont moins de budget et du coup, ils sont moins mis en avant par tout ce qui est les publicités, par tout ce qui est tout ça, quoi. Même à la télé, ça en parle pas beaucoup. Et du coup, voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais...
Ah oui, c'est con, j'ai oublié de parler un peu, parce que je voulais parler potentiellement du rapport esthétique à ça, vu qu'il n'y a pas que la politique. On peut justement faire le lien avec l'esthétique, ouais. On peut faire ça. Par exemple, tu nous parlais beaucoup sur ta chaîne du réalisme poétique, ouais. Peut-être qu'avec la crise qu'on a actuellement, etc., peut-être que va émerger de nouvelles formes esthétiques. Complètement, ouais. Mais peut-être qu'il y en a déjà d'ailleurs, si tu en connais, etc. Oui, on peut terminer sur l'esthétique. Et le rapport esthétique dans tout ça. Un rapport esthétique, ouais, c'est très lié, hein, en vrai, le rapport politique et esthétique. Très souvent dans les périodes de crise, dans le cinéma, en fait, il y a des mouvements, des rapports esthétiques qui ont liés aux consciences sociales et liés aux conditions sociales qui ont émergé et qui ont aussi pris de plein fouet les spectateurs qui venaient les voir. Mais par exemple, quand tu as les films de Kalatozov ou d'Eisenstein qui sortent, les gens ils sont absolument subjugués par le montage et l'utilisation de la caméra que fait Eisenstein sur par exemple le cuirassé Potemkin, l'homme à la caméra c'est Dziga Vertov, mais le cuirassé Potemkin ou l'homme à la caméra c'est des œuvres soviétiques qui mettent en avant beaucoup justement ce côté très conditions sociales, très communiste sur ce que vivent les marins par exemple ou les ouvriers là-bas, et c'est un choc pour tout le monde quoi. La façon dont c'est filmé, la façon dont c'est montré, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement effrayant en fait, et ça fait élever les consciences un peu. Donc
c'est intéressant ce rapport esthétique parce que peut-être que par le biais de crises politiques, et c'est encore le cas je pense maintenant, tu vois, je pense au film notamment, un film récent qui est sorti qui s'appelle Désordre, qui Unruhe je crois, qui est un film suisse, le titre original c'est Unruhe, qui met en avant un peu aussi cette révolution qu'il y a eu au sein des premières industries d'horlogerie suisse. Ça montre les horlogeries, enfin les ateliers en tout cas de fabrication de manière ultra calme et très posée, mais sauf que le rythme de travail est infernal, quoi. C'est horrible ce qui se passe dans cette horlogerie. Et je trouve que là-dessus, tu as une vraie conscience politique et sociale, mais sous une forme esthétique que moi, j'avais jamais vu dans un film, par exemple. Secondes. Dan Grappli. Dus ik ben oezocht voor de Unruhe. Un instant. Vous le remettez, s'il vous plaît. Parfait, on démarre. Première chose, il faut bien saisir le spirale. Die schaffen am Herzwunde. Il faut travailler plus rapidement. Une minute 13. Si vous pincez tout de suite, le spirale déjà un demi-tour, voire un tour en avant, et comme ça, ça vous augmente la cadence, et c'est beaucoup plus profitable pour nous deux. Merci. Donc je pense que de par ces consciences un peu politiques et sociales, et par le fait que justement le fait qu'il y ait des cinéastes qui soient encore très indépendants dans leur manière de filmer les choses, même dans le documentaire, il y a des formes esthétiques qui peuvent apparaître, qui peuvent être vraiment nouvelles, quoi. C'est ça que je trouve très beau dans le cinéma aussi, c'est la manière qu'un cinéaste peut avoir de montrer justement de représenter un mouvement social ou une conscience ou une condition sociale par le prisme de la caméra et la manière dont il va créer une nouvelle forme et la manière dont ça va un peu choquer les gens aussi. C'est pas dit que demain il y ait peut-être un film populaire qui n'était pas prévu du tout qu'il soit populaire, mais qui invente une nouvelle forme sur la manière de filmer les choses, quoi. Ça, on n'en est jamais privé, et le cinéma ne s'en est jamais privé. Il y a eu plein de mouvements dans l'histoire qui ont essayé de réinventer le cinéma. Mais par exemple, quelque chose de tout bête, mais ce qui est apparu aussi dans une autre manière, d'une autre façon de filmer, par exemple, des conditions un peu sociales, de classe prolétaire, de classe laborieuse, c'est le fait que comme au début des années 2000, il y a la révolution du numérique, donc avec les cartes SD, avec tout ça, a permis à des caméras de filmer très très longtemps, par exemple. Et il y a beaucoup de cinéastes qui sont un peu accaparés ce truc-là pour filmer pendant très 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 longtemps le quotidien de quelqu'un, pour observer son visage, observer ses gestes, observer comment il vit. Et ça, je trouve que esthétiquement, c'est très fort par rapport à ce que ça représente comme réel et comme condition justement de quelqu'un. Il y a plein de manières aujourd'hui de filmer, je trouve, le réel, et le cinéma français ne s'en prive pas aujourd'hui. Et je trouve que ça offre aussi des nouveautés esthétiques qui peuvent vraiment, je pense, élever les consciences, quoi, sur les conditions qui se passent et sur ce qui se passe en France. Il faut juste en parler, quoi. Faut pas parler tout le temps de Walking Dead ou des derniers films Marvel trop woke, quoi. Faut passer à autre chose, quoi. Voilà, c'était ma petite pique aux droiteurs qui disent oui, il n'y a pas de réel français, mais ouais, voilà, il y a pas, le cinéma français, il n'y a pas assez de réel, mais par contre, trop de femmes sur The Marvels et ouais, Walking Dead, oh là là, c'est bon, quoi. Allez voir les films français et puis vous verrez si vraiment ça parle du réel ou pas, mais intéressez-vous un minimum, quoi. Et vous verrez que ça existe, mais il faut en parler pour essayer de leur donner peut-être un peu plus de force. Voilà. Bah écoute, très bien alors.
soy Bah, merci à toi. Hein. Cuba. Una vez, aquí desembarcó Colón. J'ai pas de chiné en fait. Mais...